donc classique, hein, de présentation de l'historique de l'action et de ses objectifs. On va s'attarder un peu plus sur le travail de l'ergonome, vous présenter le guide en tant que tel, et puis profiter des trois maraîchers qui sont présents avec nous, qui ont participé à l'étude et qui, comment dire, qui vont pouvoir apporter leur témoignage et leur retour d'expérience. Et puis on aura un temps d'échange, sachant que voilà ce qu'on vous a dit, vous pouvez intervenir à tout moment en levant la main. Donc, pour ce qui est de l'action et de ses objectifs, donc nous, en fait, on fait partie d'un service qui s'appelle Santé Sécurité au Travail. Le service, en fait, accompagne dans l'amélioration des conditions de travail, la préservation de la santé et la réduction des risques d'accident. Deux choses qui sont importantes, c'est que c'est quelque chose qui est, on est des conseillers, on n'est pas contrôleurs, on ne va pas faire de contrôle sur les exploitations agricoles. Et puis, il n'y a pas de coût associé, le coût est déjà compris dans le service de la MSA. Donc, il n'y a pas d'intérêt commercial. Pour fonctionner, notamment, on a des plans à 5 ans qui sont réguliers. Et donc, sur le plan entre 2021 et 2025, on a décidé sur un axe transition-mutation de travailler sur la population maraîchère. Pourquoi? Alors, au-delà des constats qu'on a mis en forme juste après, un turnover important, avec 96 nouveaux installés en 5 ans, alors qu'il y a 147 chefs d'exploitation au total en Mayenne-Rande-Sarthe, on voit bien qu'il y a un gros turnover, une grosse précarité aussi, avec 21% de bénéficiaires du RSA et de la prime d'activité, alors qu'il y a pas beaucoup forcément de déclarations d'accidents et de maladies liées au travail. On s'aperçoit qu'il y a un gros enjeu sur les 5 premières années d'installation. En fait, au bout des 5 premières années, soit les exploitations arrêtent parce que ça n'a pas tenu économiquement, soit ça a tenu économiquement, mais c'est pas durable au niveau de la santé. Les gens déclarent des problèmes de santé et arrêtent le métier. Ce qui est vraiment quelque chose qui nous interroge dans cette filière. Donc, les objectifs de l'action, c'était de concevoir un guide à destination des entreprises maraîchères en ciblant vraiment plus particulièrement les projets d'installation et les nouveaux installés, les premières années d'installation, sur une période réduite parce qu'on ne peut pas tout voir, c'est après la récolte jusqu'à la vente, et puis de travailler, de présenter des pratiques et des repères. On ne voulait pas quelque chose qui soit de l'ordre d'un modèle imposé, mais plutôt des pratiques avec des avantages, des inconvénients, des repères, des guides, aussi bien sur la conception de bâtiments que sur des aménagements techniques et organisationnels. Euh, pour ça, on s'est appuyé sur 5 entreprises maraîchères qui ont été volontaires et qui ont participé à l'étude. Et ça s'est fait sur les 4 saisons. Donc là, vous les avez notées ici. On cherchait des entreprises de plus de 5 ans pour avoir le recul et avoir passé le cap des 5 ans d'installation, avec moins de 5 salariés pour représenter la population qu'on retrouve principalement sur nos départements, et avec une partie vente sur le marché, parce qu'en fait, c'était une des questions qu'on avait régulièrement en aménagement, cette partie vente sur marché. Les personnes ont fait, enfin, c'est au cœur comment dire, de l'étude. Les personnes n'ont pas été sollicitées sur le terrain, on a pu les suivre et Jason va pouvoir en parler plus particulièrement de son travail. Ont été aussi associés à la relecture du guide et ont aussi pu témoigner et sont même présents pour partie aujourd'hui. Donc vraiment, on peut fortement les remercier parce que la richesse vient avant tout d'eux. Je te laisse la main, Jason, pour le travail de l'ergonome. Très bien. Donc, l'idée par rapport à cette présentation, c'est pour faire un petit peu un point de l'ergonomie et voilà, pourquoi on peut parler d'ergonomie dans le secteur agricole. Encore une fois, dans l'agriculture, l'outil premier de travail, bah, c'est quand même vous, c'est les exploitants. On le sait, ça reste des métiers qui sont physiquement exigeants, qui sont exercés sur une longue période. Donc à ça s'associe du coup des contraintes fortes en termes de port de charge, de manutention manuelle, de charges lourdes, de posture pénible, de gestes répétitifs, des horaires étendus. Voilà. Et tout ça dans une pression économique, des changements climatiques qui viennent impacter l'activité. Donc le résultat de tout ça, ça peut être des douleurs aiguës, des douleurs chroniques sur du plus long terme, que ce soit voilà, sur les membres supérieurs ou les membres inférieurs, une fatigue forte, la survenue d'accidents, même si encore une fois les chiffres le montrent pas spécifiquement, ce sont voilà, des petits accidents, ou alors des accidents qui ne permettent pas de s'arrêter, donc qui ne sont pas vraiment déclarés. Donc voilà, il y a quand même un phénomène de sous-déclaration par rapport à ça, donc ils existent quand même. Voilà, comment essayer de jouer dessus.
Et à côté de tout ça, voilà, une usure prématurée du corps, avec cette exposition à tous ces risques au quotidien. Comme le disait Guillaume tout de suite, parfois des exploitations qui fonctionnent bien, mais qui doivent s'arrêter parce que voilà, le corps, même des fois à 30 ans, peut être déjà usé et peut pas ne permettre de maintenir son activité. Donc, l'idée, c'est comment essayer comment l'ergonomie peut réfléchir, elle peut apporter un point de vue pour essayer d'anticiper tout ça et agir en prévention. Donc, pour bien préciser, l'ergonomie, c'est pas seulement ce n'est pas du confort, c'est essayer d'adapter le travail de l'homme pour à la fois préserver sa santé et dans cette logique de comment réfléchir son travail, son organisation du travail pour être plus efficace. Encore une fois, hein, c'est pas travailler spécialement plus, mais peut-être revoir sa manière de faire pour pouvoir être plus efficace et surtout tenir dans le temps. Donc, en quoi le travail de l'ergonome, en gros, c'est d'essayer d'agir en prévention. Et pour cela, l'idée, c'est d'analyser le travail réel, c'est-à-dire aller voir concrètement comment le travail est réalisé sur le terrain. Donc, ça a été la logique de cette démarche. Ça a été de découper l'analyse sur les 4 saisons d'un maraîcher. Donc, ce qui a été fait avec les différents maraîchers. Du coup, dans cette idée de pouvoir voir l'évolution de l'activité, parce qu'encore une fois, au fur et à mesure des saisons, l'activité n'est pas toujours la même. Les conditions de réalisation de l'activité, pareil, évoluent. Les conditions climatiques, la récolte des produits n'est pas la même, donc les conditions ne sont pas les mêmes, le matériel n'est pas les mêmes. Voilà. L'idée est de voir de manière le plus générale possible toutes les conditions de travail. Donc, encore une fois, c'est pas possible de toutes les voir, mais c'est aussi l'intérêt de pouvoir échanger avec eux, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas pu voir. L'idée, c'est de pouvoir qu'ils me les expliquent, enfin, qu'ils nous les expliquent, qu'ils puissent apporter des éléments, de se dire, voilà, telle saison, ça s'est bien passé, telle saison, ça s'est moins bien passé parce que... voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir avoir accès, en tout cas, à potentiellement toutes les situations qui existaient. Et encore une fois, ce sont eux les experts de leur travail. Nous, on a un regard sur le travail de manière générale, mais eux, vraiment sur la partie technique, c'était vraiment eux les experts par rapport à ça. Donc l'idée du travail de l'ergonome, ce n'est pas de dire attention, ne travaille pas comme ça, ou attention, fais plutôt comme ça. L'idée, c'était plutôt de proposer des solutions, amener des réflexions par rapport au travail tel qu'il est réellement fait. Et vous allez le voir dans le document. En fait, on ne donne pas des bonnes manières de faire. En fait, on donne les différentes manières qui existent. Et l'idée, voilà, c'est que chacun puisse s'appuyer ou s'alimenter en fonction de leur volonté ou aussi des possibilités financières entre travailler tout à la main, travailler avec un petit peu de matériel ou travailler avec des grosses machines. Voilà, tout est potentiellement expliqué, proposé. Donc voilà, l'idée n'est pas de donner des solutions toutes préfaites, qui ne sont pas adaptées ou qui peuvent être hors sol, mais vraiment des solutions qui sont réalistes et dans l'idée réalisables financièrement et rentables sur le moyen ou sur le long terme. Les principaux enjeux de santé, quand même, ça reste les problématiques physiques avec les troubles musculo-squelettiques. Donc là, ce sont vraiment les maladies professionnelles qui peuvent être impactées via les douleurs au dos, aux épaules, aux poignets, aux genoux, aux coudes. La fatigue physique et également la fatigue mentale. On a fait un point vraiment spécifique dans le guide par rapport à ça, où ne pas sous-estimer la partie mentale dans toute cette activité. On va revenir en détail dessus. Et toute la partie accident liée aux manutentions manuelles, au risque de chute, au risque avec les machines et les engins qui sont utilisés. L'idée de tout ça, c'est que l'ergonome puisse agir en amont. Souvent, c'est on réfléchit à l'ergonomie quand on commence à avoir des petits problèmes, des petites douleurs. La logique aussi de ce guide, c'est d'essayer de réfléchir à faire intervenir, ou en tout cas réfléchir en termes de conditions de travail avant l'apparition des douleurs. Donc là, cette logique au moment de l'installation. L'idée de cette réflexion, c'est de réduire les postures contraignantes, en réfléchir en termes d'usage du matériel, ensuite en termes d'installation, de hauteur, d'organisation de son espace de travail. La diminution des efforts inutiles, c'est-à-dire quelles sont les aides à la manutention qu'on peut utiliser selon les activités qu'on réalise, selon les différentes étapes. Comment organiser son poste de travail pour essayer d'avoir un flux logique dans son organisation, éviter les reprises, avoir quelque chose qui est une fluidité, en tout cas dans son activité.
Et également, du coup, une question de répartition, de réflexion sur la charge de travail, en fait. Des fois, réfléchir, encore une fois, se définir une semaine type ou une journée type, c'est pas toujours faisable ou facile, mais ça permet quand même de visualiser en tout cas les choses et de réfléchir à comment je pourrais mieux m'organiser dans mon organisation sur mes temps de récolte, sur mes temps de vente. L'idée, c'est de réfléchir à peut-être replanifier voilà, ces éléments. Donc encore une fois, ça touche à la fois sur l'aspect technique, matériel, sur l'aspect spatial de l'organisation de l'espace, et également sur l'aspect organisation du travail de manière générale. Et l'objectif de tout ça, c'est essayer de continuer de travailler sans s'abîmer, à la fois pour aujourd'hui et pour les 10-15 ans à venir. C'est vraiment cet objectif d'aujourd'hui, mais également de voir sur du long terme. Donc parfois, les idées qu'on peut avoir, c'est que l'ergonomie, de mettre en place ces réflexions, ça peut ajouter du temps de travail ou alors ralentir le travail qui est fait ou ajouter des contraintes. Mais voilà, quand on arrive à bien poser les choses et quand on a bien analysé l'ensemble, l'objectif quand même de ces interventions, c'est de pouvoir proposer une meilleure organisation qui permet du coup en conséquence de gagner du temps dans la planification des choses ou dans la réalisation des certaines activités, d'essayer d'avoir plus d'anticipation dans son travail pour éviter les erreurs, pour éviter les allers-retours ou pour éviter les reprises de caisse ou refaire un aller-retour dans les champs parce que il y a une commande qui a été faite hier que j'ai pas notée, donc je repars dans les champs, donc je repère peut-être 20 minutes. Voilà, c'est essayer d'anticiper le plus possible les choses. Et tout ça, ça va résulter sur une fatigue moindre. Et donc, de manière générale, on va économiser en termes de santé, et en plus, derrière, il y a cette notion d'être plus efficace dans le travail. Et donc, en fait, toute cette logique de meilleure organisation, meilleure anticipation, une fatigue moindre, et ben, l'idée, c'est de pouvoir amener cette régularité dans le travail, et donc, sous-entendu, de mieux maîtriser les choses, donc avoir moins de stress face à un imprévu, face à une commande urgente qui est à la dernière minute, parce que voilà, tout est plus ou moins bien réglé. Encore une fois, c'est pas possible de tout bien régler, hein. Il y a toujours des aléas de, de, peut-être comment dire, aléas climatiques, un salarié qui est pas là aujourd'hui. Donc il y aura toujours des aléas qui vont rentrer en compte, mais l'idée, voilà, c'est de maîtriser les choses le plus possible pour éviter que ça ait un impact. Et donc, les exemples concrets par rapport à ça, je l'ai un petit peu évoqué. Voilà, c'est comment réorganiser le poste de travail pour essayer d'éviter les allers-retours le plus possible. Ajouter des moyens de manutention pour essayer de réduire les efforts physiques au moment de, je sais pas si on est avec on revient de la récolte avec son tracteur, comment réfléchir pour éviter de porter les caisses une par une dans l'espace lavage, comment on peut est-ce qu'on utilise un mini transpalette? Est-ce qu'on utilise un diable? Est-ce qu'on utilise au contraire une fourche pour tout amener? Voilà. Il y a plusieurs réflexions par rapport à ça. Et du coup, le moyen de manutention qu'on va acheter, on sait qu'il est adapté. Voilà, c'est ça. Et aussi, voilà, c'est réfléchir en amont pour adapter, pour acheter en tout cas le matériel le plus adapté à son utilisation. Et améliorer les flux de travail. Voilà, encore une fois, c'est comment essayer d'optimiser cette réflexion de flux et d'organisation pour à la fois en période de pic d'activité réduire ce stress lié à cette charge de travail et essayer éviter ces moments de débordement parfois qui peuvent arriver. Donc l'idée aussi de l'ergonome par rapport à son intervention, c'est parfois de permettre de prendre du recul aux maraîchers, ou une activité où ils sont quand même à 110% la tête dans le guidon. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir ce regard un petit peu extérieur, de parfois poser des questions qui permettent de réfléchir, ou alors pas l'idée de se remettre en question, mais se dire, ah oui, c'est vrai que j'ai toujours fait comme ça, peut-être qu'il y a peut-être un moyen différent d'organiser mon travail, d'organiser ma journée. Donc voilà, c'est permettre parfois d'avoir un peu de recul sur son travail. L'idée de la réflexion, c'est de pouvoir aujourd'hui euh, mettre en place de la prévention. Et cette notion de prévention, c'est essayer de réduire tous les coûts indirects, invisibles du fait du manque de prévention, c'est-à-dire des arrêts de travail, du coup derrière de l'absentéisme sur les exploitations, les douleurs chroniques. Encore une fois, c'est aujourd'hui j'ai une douleur, je vis avec au quotidien, dans dans mon travail, mais également à l'extérieur. Donc comment essayer d'éviter d'en arriver là? Il y a cette logique aussi, du coup, de réfléchir aux conditions de travail pour pouvoir permettre à ces salariés d'avoir, eux aussi, comme pour l'exploitant, des bonnes conditions dans cette logique, d'essayer de fidéliser, alors à la fois de recruter,
et une fois qu'on a recruté, comment bien fidéliser ces salariés pour éviter d'avoir ce système où au final on a quelqu'un, on le forme pendant 6 mois, un an, la personne en a marre, elle repart, il faut repartir dans une réflexion de recrutement. Donc en fait là, pareil, c'est un coût pour l'exploitant en termes de temps, on va dire un peu RH, et de temps de formation, d'accompagnement. Donc voilà, c'est comment essayer d'engager les personnes dans cette démarche et les maintenir. Et derrière, il y a aussi, alors, dans d'autres circonstances, mais le risque de transmission qui peut être compromise de l'exploitation, quand les conditions de travail ne sont pas simples, quand il n'y a pas trop de matériel sur l'exploitation, comment donner envie, voilà, à des personnes de pouvoir reprendre l'activité convenablement. Donc le rôle de l'ergonome par rapport à ça en prévention, c'est de pouvoir aller voir sur le terrain, comme je disais tout à l'heure, observer, échanger avec les maraîchers, identifier les situations qui sont à risque dans les exploitations, et derrière, c'est comment réfléchir à mettre en place des actions, et derrière, comment les prioriser pour se donner un petit peu un ordre d'idée, un peu un échéancier, qu'est-ce que je peux mettre en place facilement, rapidement, sans trop d'investissement, et qu'est-ce qui demande un peu plus de temps à mettre en place, ou qu'est-ce qui demande un peu plus d'argent. Donc c'est l'idée de proposer des solutions et derrière pouvoir les prioriser. Et encore une fois, l'idée de proposer des solutions, ce sont des solutions qui sont adaptées en tout cas à la réalité économique de l'exploitation et la volonté des maraîchers. Et dernier point, c'était la réflexion concernant les espaces de travail. C'était cette logique de comment penser au plus juste son installation. Parce qu'encore une fois, il y a des contraintes qui viennent de choix qui sont faits très tôt au moment de l'installation. L'implantation des bâtiments, par rapport à l'exploitation en tant que telle, l'organisation des espaces de travail à la fois en extérieur, mais également à la fois dans les bâtiments, l'accès aux espaces de stockage, encore une fois, ces histoires de flux et de circulation, et donc la circulation en plus des hommes, des animaux, des bêtes s'il y en a, du matériel, des produits. Voilà, c'est comment essayer de réfléchir en amont ces éléments-là pour que ça soit le plus fluide et le plus efficace possible. Donc l'intérêt de l'ergonomie par rapport à ça, que ce soit dans la conception ou alors dans des phases de rénovation ou d'investissement dans du matériel, c'est comment essayer d'éviter de créer des difficultés qui vont ensuite malheureusement perdurer sur 10, 15 ans entre cet investissement, mince, j'ai perdu le terme, le fait de le rembourser, l'amortissement derrière. Voilà, comment essayer d'anticiper ça le mieux possible. Donc par rapport à ça, je reviens un petit peu, mais l'ergonome, il intervient pour anticiper ces flux, ces déplacements, ces manutentions, adapter les dimensions des espaces de travail, le matériel, les hauteurs des personnes qui travaillent, d'anticiper du coup tout ce qui est posture contraignante, les efforts, les zones à risque. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer la réalité du travail dans un fonctionnement, on va dire, un peu classique, mais également lors des périodes de forte activité, de pic d'activité, comment prendre en compte ces éléments-là. Et donc, en fait, en parlant de travail concret avec les exploitants, c'est que on passe d'un regard ou des échanges qui sont au départ sur très, on va dire, gestes et postures, sur le matériel, sur la hauteur, à des éléments qui vont plus toucher l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on va voir les choses de manière beaucoup plus globale, prendre en compte l'environnement, prendre en compte l'organisation du poste, prendre en compte le choix des caisses, prendre en compte son système de vente, prendre en compte que voilà, le système de vente, au final, quand on creuse, on se rend compte que ce système de vente va avoir un impact derrière dans l'organisation au sein de l'exploitation et que ces choix vont impacter l'organisation du travail. Donc vraiment, on passe de quelque chose où on est un peu focus et de plus en plus, en fait, on prend du recul et on voit les situations de manière beaucoup plus globale. Et donc les résultats attendus par rapport à ça, c'est d'avoir quand même moins de manutention manuelle, de réduire ses déplacements, alors entre guillemets inutiles, c'est-à-dire en fait qui peuvent être anticipés, qui peuvent être réduits pour à la fois gagner du temps et s'économiser physiquement. Ce qui a derrière moins de fatigue au quotidien et une organisation du travail qui est plus fluide et qui est plus efficace. Cette logique d'essayer d'investir dans des bâtiments et du matériel qui soit évolutif, c'est-à-dire pour pouvoir s'adapter aux changements, si l'exploitation grandit, s'il y a des nouveaux salariés, si on fait des nouveaux produits, c'est comment intégrer tous ces changements de la vie d'une exploitation pour pouvoir toujours être le plus confortable possible. Et donc, encore une fois, investir dans l'ergonomie dès la conception,
c'est dépenser une fois pour essayer, en fait, pour éviter de devoir recommencer ou recorriger pendant plusieurs années. Donc c'est vrai que ça peut paraître des fois des sommes un peu plus importantes au démarrage, mais qui vont vraiment être absorbées du fait de ne pas avoir à corriger plusieurs fois ou changer de matériel ou changer d'organisation sur, encore une fois, sur 5, 10, 15 ans. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir se donner les moyens de travailler dans des espaces qui sont fonctionnels, sûrs, et dans un objectif d'être durable, à la fois pour la santé de l'exploitant, des salariés, et de manière générale pour assurer voilà, une bonne performance dans son organisation et dans sa production, sous couvert, tout ça, d'une prévention globale pour l'ensemble des travailleurs. Donc, merci Jason. Hop, je vais arrêter le partage là pour aller sur le partage du guide. Hop, donc, je vais partager ici. Hop, normalement, ça doit être bon. Tu me dis, David, si c'est bon au niveau du partage. Parfait. Donc, pour vous montrer un petit peu le guide tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc, bon, la première idée de départ, vous imaginez bien que quand Jason a commencé à aller sur, comment dire, chez les maraîchers, voir un petit peu comment ça se passait, ben, en fait, on avait une première version qui faisait à peu près 60 pages. Donc, il a fallu être un petit peu plus pédagogue. Et du coup, on a choisi un fonctionnement par fiche. Un fonctionnement par fiche vis-à-vis des éléments qui étaient le plus parlants pour les maraîchers, c'est-à-dire la gestion de l'eau, par exemple, qui n'était pas prévue au départ, on va en parler rapidement, la conception et l'aménagement de la serre, et en fait, bah, on a repris donc, tous les travaux après récolte, lavage des produits, préparation de commandes, stockage, et on a rajouté des choses sur, bah voilà, des choses qui n'étaient pas forcément prévues au départ, mais qu'on a vu qui étaient de plus en plus marquants au niveau de l'étude et qui méritaient de s'y attarder, sur le système de vente, la charge mentale et des témoignages pour compléter tout ça par les maraîchers. Donc l'idée de ce guide, c'est qu'à la fois, voilà, on peut prendre le guide dans son ensemble, ou alors on peut vraiment piocher les fiches qui nous intéressent ou sur lesquelles on a des questions ou des interrogations. Exemple type, sur la gestion de l'eau, en fait, on a mis des choses parce que la centralisation des commandes et la programmation de la gestion de l'eau a été plébiscitée par tout le monde en disant que c'est pas quelque chose qu'on voit partout et pourtant ça a un grand impact sur le travail, notamment le travail à l'été, etc. Donc ça nous semblait important de pouvoir mettre ça avec des images, avec voilà, s'il y avait besoin de plus d'infos, aller pouvoir voir, mais c'était important de pouvoir en parler. Sur les aspects conception, on a parlé des serres, notamment. Alors, je vais prendre un petit exemple. Hein, vous imaginez bien, je vais pas m'attarder sur grand-chose. Les serres à bord droit, qui étaient plébiscitées aussi au niveau du travail à réaliser, on sent vraiment la différence. Avec quelque chose qui a noté aussi, c'était l'occasion aussi de parler de la précocité des investissements, en disant en fait, plus les investissements se font tôt, plus on peut jouer sur la durée d'amortissement. C'est pas forcément intuitif pour un maraîcher qui s'installe parce qu'il veut plutôt démarrer petit et monter en gamme au fur et à mesure. Mais on s'aperçoit que ça, c'est assez contradictoire avec le temps d'amortissement derrière. Et forcément, on n'investit pas à 30 ans comme on investit à 40 ans. Donc forcément, ça a un impact. Comme l'exemple aussi, par exemple, des ouvertures automatiques sur les bords, Mmh. comme pour la centralisation de l'eau. Voilà, ce sont des éléments intéressants où ça permet facilement de pouvoir les actionner, soit sur place, soit à distance, pour gagner du temps. Encore une fois, je suis à l'autre bout dans le champ, mince, je dois le faire, donc plutôt que faire un aller-retour, bah, je peux le faire à distance, ou même sur les temps du week-end, où malheureusement il y a toujours un petit peu d'activité, bah, ça permet de gagner du temps pour essayer de passer le moins de temps possible, mais toujours être présent pour, euh, pour les récoltes, enfin pour les produits. Au niveau de la récolte, donc vous allez voir les exemples types qu'on a. On a, voilà, quand on disait que l'idée c'était plutôt du partage d'expérience et pas aller sur quelque chose en disant, en donnant des modèles et il faut faire comme ça. Voilà, c'est des fonctionnements par avantage et inconvénients. Là, on a les types d'équipements de transport et des types de moyens de manutention. Après, chaque maraîcher va avoir ses particularités de terrain, de fonctionnement, etc. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment plutôt montrer les avantages et les inconvénients, donner de l'info, plus que de dire il faut faire plus comme ça que autre chose. C'était plutôt ça la réflexion autour du guide, c'est profiter de ces expériences-là.
Pour le lavage, là on voit quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez notamment le circuit des propres et les sales. C'est aussi donner quelques éléments comment dire, de cadrage aussi et de rajouter une dimension à la dimension technique, ajouter une dimension organisationnelle. C'est-à-dire pourquoi on parle de ça? Une gestion des circuits de sales et propres au niveau du lavage, ça joue sur les distances. Donc ça joue voilà les distances de port de charge, sur les reprises, sur le risque de chute sur des opérations supplémentaires de nettoyage, des allers-retours, etc., etc. Donc c'était important pour nous de le mettre, comment dire, de le faire apparaître pour pouvoir parler quand même d'éléments organisationnels. On voit que entre maraîchers, il y a des différences, il y a des écarts, et c'est intéressant de pouvoir en parler avec des exemples d'aménagement, de concret, de ce qu'a pu, comment dire, de ce qu'a pu voir Jason sur le terrain. C'est vrai qu'en plus, c'est vraiment une étape qui peut être parfois sous-estimée en termes d'espace disponible et de matériel à mettre à disposition pour vraiment gagner du temps et se faciliter cette étape. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir montrer voilà, les différents exemples d'aménagement qui existent. Et encore une fois, pour rebondir sur cette logique un petit peu de modularité, c'est d'avoir, il y avait des exemples avec du matériel sur roulette ou du matériel qui peuvent être déplacés. Pareil, c'est cette logique en fonction de l'évolution d'exploitation, avoir des choses modulables c'est quand même intéressant pour pouvoir s'adapter et s'ajuster en fonction. Même chose ensuite sur la préparation de commandes, dans la même logique, et là encore de façon plus prononcée, c'est-à-dire que pareil avec des exemples, des aménagements techniques, mais une réflexion sur l'adaptabilité aux différents usages. C'est-à-dire clairement le fait d'avoir des équipements, une même pièce peut être une aire de préparation de panier et peut être comment dire, une aire de vente pour de la vente directe derrière. Donc c'est comment on gère tout ça et comment on peut s'adapter à ces différentes situations. Donc là, l'idée, c'est de recueillir des choses qui se font de droite et de gauche et voir l'intérêt que ça a derrière. Et pour rebondir avec le point qui peut venir après, c'est encore une fois, le système de vente va avoir un impact sur l'espace de préparation. Parce que qu'on prépare des paniers pour un AMAP, qu'on prépare des produits pour du marché ou qu'on prépare pour de la vente directe, le travail va pas être exactement le même au final. Ça va être de la préparation, mais ça va pas être le même conditionnement. Et derrière, du coup, l'organisation de l'espace va pas être le même. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, ce système de vente en amont va avoir un impact sur l'organisation de l'espace de préparation. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui a été rajouté, parce qu'au départ, c'est pas quelque chose qu'on avait spécialement en tête, mais au final, en échangeant avec les maraîchers, en voyant chacun leur système de vente, c'est quelque chose qui au final est apparu comme essentiel à prendre en compte en tout cas. Donc, au niveau des stockages, un petit récapitulatif sur les différents types et pareil, leur intérêt. On ne va pas aller plus loin que ça. Voilà. Toujours des exemples avec des avantages, des inconvénients, ce qu'on peut retrouver, les différents modèles. Et même chose sur les systèmes de vente. Alors, en passant sur les systèmes de vente, ce qu'on a retenu et ce qui a été vraiment marquant, et d'autant plus marquant qu'on ne l'avait pas en tête au début, c'est l'impact que ça a, c'est-à-dire que le système de vente, les systèmes de vente, c'est ce qui a le plus d'impact sur l'activité des maraîchers, parce que ça définit la semaine de travail, ça définit la charge de travail, ça définit le temps de travail, et on voit que tous les maraîchers expérimentés, comment dire, qu'on a sollicités, avait une même préoccupation qui était plutôt de diminuer les ventes pour privilégier les bonnes ventes. On voit qu'il y a un impact direct entre le temps de travail, la charge de travail et ce qu'on peut optimiser au niveau des ventes. Donc ça paraît assez important et d'ailleurs c'est un sujet de travail par la suite qu'on va évoquer aussi au niveau des témoignages. Même Bon, pardon, juste pour compléter, voilà. Là, j'ai donné l'exemple de la préparation de commande, mais ça a un impact aussi fort au niveau de la récolte. Parce que plus on multiplie les systèmes de vente, plus il faut récolter régulièrement. Et voilà, et on peut se retrouver au final à des personnes qui arrivent à mutualiser ces temps de récolte sur 1 ou 2 jours, et d'autres parfois qui doivent faire de la récolte tous les jours pour assurer ces systèmes de vente qui au final sont démultipliés sur les moments de la semaine. Donc, encore une fois, ça a un impact fort dans l'organisation. un petit point particulier sur le chargement et les marchés, parce que Oui. c'est vrai que c'était assez marquant chez l'ensemble des maraîchers. C'est un point quand même qui est assez important. Et puis, même chose, comment dire, fiche qui n'était pas prévue au départ sur la charge mentale, où ça a été un retour des maraîchers en disant c'est une préoccupation pour nous. Et ce qui est marquant, c'était la question de comment j'intègre au quotidien les différentes casquettes du maraîcher. C'est-à-dire, maraîcher, c'est un
opérateur, c'est un cadre, c'est un dirigeant. Et comment il multiplie les casquettes et comment il se divise quelque part et il arrive à assurer l'ensemble de ses missions parce que bah voilà, c'est de l'animation de vente, parce que c'est du management, parce qu'il faut produire, parce il faut vendre, etc. Et voilà, c'est illustré par toutes les questions que se pose un maraîcher à un moment donné, mais c'est vraiment ce qu'il a en tête. Et en plus de ça, voilà, c'est la côté, encore une fois, professionnel et le côté personnel qui aussi parfois vient dans le pro et à l'inverse, des fois, le pro qui vient dans le personnel. Donc, c'est en plus cette notion-là à intégrer dans cette charge mentale au quotidien. Alors, au-delà de poser des questions, on a aussi voilà, repéré les astuces qui étaient mises en place chez les uns et les autres, et notamment, comment dire, des notions de programmation, des systèmes d'information aussi, qui est important parce que le lundi matin, un salarié, il va pas être dans la même disposition si le vendredi, à partir du vendredi, il sait ce qu'il doit faire le lundi, ou s'il découvre le lundi matin ce qu'il doit faire comme travail. Donc, voilà, le système d'information, il est important. Et c'est même plus qu'un système d'information, c'est aussi un système décisionnel. Une des grandes questions aussi auxquelles tous les maraîchers sont soumis, c'est à un moment donné, quand est-ce que je décide que bah tant pis, cette production-là, je la retire et je mets quelque chose à la place. Donc là, c'est aussi ça, c'est comment on organise les choses, de pouvoir dégager un peu de la charge mentale et pouvoir décider avec les meilleures informations au moment T. Et ça se fait aussi, du coup, planification sur le long terme, se dire, voilà, je ne vis pas un peu du jour au lendemain, mais j'ai une vision sur du long terme, sur mes plantations, sur les rotations, sur les produits. Voilà. C'est faciliter, voilà, c'est enlever des éléments qui peuvent nous perturber en les posant sur un outil, sur un planning, pour se faciliter la vision, à la fois pour soi et également pour les salariés. On a des témoignages de maraîchers qui complètent le document. On va voir sur la vie travail hors travail et aussi sur comment dire sur l'installation et la prise en compte de l'environnement comment dire du maraîcher. Donc ça, on va revenir dessus de suite. Et juste donc en synthèse, dire que vous avez bien compris que c'était un guide qui était basé sur des retours d'expérience. C'était vraiment ça l'idée d'avoir une ouverture sur des autres sujets, pas que techniques et comment dire physiques, on va dire, mais aussi des aspects organisationnels, des aspects économiques, des relations entre l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et aussi des liens entre l'exploitation et son environnement au sens large. C'était vraiment ça l'idée, et donc on vous laissera parcourir le guide au fur et à mesure en vous le faisant parvenir. Ce que je peux vous proposer pour la suite, donc on va avoir quelques témoignages maintenant, si c'est bon pour tout le monde, puisqu'on a la chance d'avoir des maraîchers qui ont participé à l'ensemble. Donc, on peut commencer avec Pierre Guilly, si tu peux Oui, oui, allumer tout à ton fait. Ouais, micro, je te bonjour à tous. remercie. Et Donc, juste, bah voilà, faire une présentation succincte et puis savoir ce qui t'a paru intéressant dans le guide et puis dans la démarche d'une façon générale. ok. Donc Pierre Diry, donc installé près de Mayenne, à Saint-Georges-Butavant. Donc je suis installé depuis Ouais, juste 2015. faut que je fasse son- Ouais, vous m'entendez? C'est bon? Ok. Bon. Et donc je fournis donc une AMAP, une vente à la ferme, la Biocop sur 3 magasins et puis la restauration collective. Donc, je suis sur 6000 m² de serre et puis donc 1 hectare 2 de plein champ, avec donc 2 permanents à temps plein et puis un saisonnier. Donc voilà pour la présentation de la ferme. C'était hyper intéressant donc de croiser donc Monsieur Maillard et de discuter avec Monsieur Godefroy là, ces derniers temps. Merci pour votre travail. Voilà, le guide, comme on l'a dit, n'est pas exhaustif. Il ne va pas aller sur tous les pans du métier. Mais c'est quand même intéressant de le voir sur la partie récolte et post-récolte, que c'est souvent quelque chose qu'on ne travaille pas du tout. En fait, on travaille beaucoup sur le champ, sur notre temps à semer, à travailler le terrain, à planter, etc. Mais il se passe beaucoup de temps quand même après, hein, dans le bâtiment et sur la vente. Et donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc, moi, je le guide, je le vois un peu comme, je dirais, une graine, une graine pour démarrer une réflexion, voilà, voilà, sur quelque chose qui est important sur nos fermes, hein, donc l'organisation générale de la ferme. Donc après,
qu'est-ce que j'ai noté? Donc, je vais répéter pas mal ce qu'a dit déjà Monsieur Maillard. Donc, avoir des nouveaux éléments de réflexion sur l'aménagement, l'organisation de la ferme. Pour les nouveaux installés, donc démarrer sur une base, voilà, en évitant certaines erreurs, et puis en réfléchissant à ce qui peut être fait. Et puis, du coup, voilà, prendre conscience de cet intérêt hein, du travail sur l'agronomie hein, sur la ferme. Donc, là, j'ai noté tout ce qui était port de charge, effort en moins. Voilà, ça, c'était important. Et surtout, quand on a des salariés, quand on veut les garder plus longtemps, quand on veut les garder une saison sur l'autre. Donc voilà, ça, c'est du temps aussi de gagner. Du coup, on a moins à former les personnes. Nous, ça nous préserve aussi, ça nous permet de tenir dans le temps. Et puis, du coup, on a du temps d'économiser, donc comme on disait, donc sur le court terme avec une meilleure efficacité, avec des accidents en moins, des TMS en moins. Voilà. Je ne sais pas si faut que je rajoute d'autres choses. En fait, ça a été pas mal déjà. Ouais. Peut-être un petit point sur, parce que dans le guide, tu as témoigné sur l'importance de l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, et voilà, l'importance que ça a, et puis les choses que tu as pu mettre en place. Si tu peux en dire quelques mots. Donc là, moi, je ne vis pas sur la ferme. Ma maison, elle est à 10 minutes de la ferme. Donc j'ai fait le choix, en fait, travailler sur 6 jours semaine avec un temps qui est proche du travail salarié. Donc je suis à peu près à 40-45 heures de travail par semaine. Et donc, le fait d'avoir cette distance physique fait que le temps de travail sur la ferme, il doit être optimisé au maximum. Et j'essaie de ne pas ramener du travail à la maison. Voilà, donc le maximum, même le temps de bureau, j'essaie de le faire au maximum donc, sur la ferme. Voilà, et donc après, c'est l'organisation de la semaine qui est vraiment importante, que j'ai encore toujours à retravailler, c'est toujours quelque chose qui est en réflexion, sur les temps de vente, sur les temps de récolte, à ne pas se retrouver à récolter tous les jours et à vendre tous les jours, sinon ça devient général, on n'a pas de temps sur la production et on a l'impression de courir partout. Et puis, quand on est sur c'est pour ma part, hein, quand je suis sur la ferme, j'essaie d'être à 100% sur la ferme et de ne pas être parasité par le côté personnel. Voilà. Donc la distance physique m'aide beaucoup là-dessus, même si ça crée aussi des difficultés, par exemple le week-end, pour aller ouvrir les serres, pour aller faire un arrosage ou pour compléter un travail le soir qu'on n'a pas eu le temps de faire en journée. Bon, voilà, du coup, je me dis, demain il fera jour, je continuerai demain. Voilà. Et de la même manière, tu as des temps administratifs, des temps de téléphone, des choses comme ça. Alors oui, le temps administratif, c'est vrai qu'il est quand même assez important, surtout quand on fait de la vente directe avec la facturation, la communication, voilà. Donc là, il faut essayer moi j'essaie toujours de le faire en journée, de pas le prendre sur des temps perso. Et puis donc là, l'idée de cette année, ça va être d'avoir donc un téléphone pro et de le laisser à la ferme le soir en partant et de le reprendre que le lendemain. Donc j'espère pouvoir mettre ça en place cette année pour pas être dérangé le soir par un client qui demande si on a encore des pommes de terre à vendre. Super, très bien. Je te remercie. Même question à Madame de Beaucourt. Donc, voilà, une présentation succincte et ce qui a paru intéressant dans le guide. Oui. Alors, je suis maraîchère à côté du Mans, à Coulan-sur-Gers. J'ai 2 hectares en tout, 1000 mètres carrés de serre, ce qui est assez peu du coup. 1000 mètres carrés en tout sur la partie maraîchère. Et je fais principalement, et c'est en train d'évoluer, de la vente directe à la ferme 2 jours par semaine. J'ai rajouté le mardi parce que le marché du vendredi, pour moi, économiquement, est bien. Le temps que j'y passe et ce qu'il représente en volume de vente me convient. Et le mardi était un petit peu boitant à côté. Du coup, je fais des paniers et je commence depuis peu la Biocop pour compléter. Et pour moi, ça va bien parce que c'est mes récoltes du mardi, je fais la livraison mardi ou vendredi. Enfin, ça marche bien dans mon système. Je suis comme Pierre, je veux que ce soit des jours précis, que ça ne prenne pas toute la semaine, parce qu'en vrai, ce que j'adore, c'est la production. Mais en vrai, ce qui prend le plus de temps, c'est la récolte et la vente. Donc, je suis en train de repenser un peu mon système pour être plus à la prod et peut-être embaucher quelqu'un qui ferait la récolte et la mise en rayon, entre guillemets, la préparation. Pour l'instant, je l'ai toujours gardé parce que j'avais besoin de mettre ma patte. Mais maintenant que j'ai bien défini, je vais pouvoir
déléguer, former et puis peut-être passer à plus la production pour moi. Donc voilà. C'est rigolo ce que dit Pierre parce que pour les mêmes raisons, quelque part, de volonté de temps de famille et tout ça, j'ai appliqué une autre méthode. En fait, ma vente à la ferme, elle est chez moi, quasi. Elle est dans la cour. Mon fils vient jouer pendant que je fais la vente. Et la ferme est tout près. Et j'y vais facile. Et là, je veux dire, pas la ferme, la partie maraîchère est tout près. Alors, je suis peut-être plus envahie, c'est vrai. Mais pour le coup, sur mon modèle, ça me convient mieux. Et ce que je trouve intéressant dans ce que Pierre a dit, c'est que arriver à définir vraiment ce qu'on veut vivre euh, à moyen, long terme, ça ne change jamais vraiment. Hein. On ne retourne pas tout un système. On a un truc en nous et il faut le suivre. Et en fait, arriver à le définir et mettre en place, je crois que c'est avec l'approche ergonomique la clé d'une installation qui fonctionne. Parce qu'effectivement, la charge mentale est lourde, les marges sont difficiles, c'est difficile de marger sur les produits maraîchers. Et donc, toute cette organisation qui correspond à un objectif, elle est clé. Alors, s'économiser aussi, ça fait partie de la réussite. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de voir ce que les autres ont mis en place. Ça m'a permis d'alimenter ma réflexion sur l'évolution de la ferme actuellement. L'ergonomie, c'est un point que je touchais sans trop y penser. Et maintenant, je regarde beaucoup plus à ça parce qu'aussi, je sens que je vieillis et qu'il va falloir que je fasse gaffe à ça si je veux tenir avec ce petit indice supplémentaire que je mesurais pas à l'installation. Voilà. Je sais pas si j'ai dit. Ah Ah non, oui, alors sinon, il y c'est a très bien. un saisonnier. C'est un saisonnier 7 mois. Et du coup, dans cette réflexion, j'ai voulu avoir quelqu'un les jours de récolte et toujours le saisonnier, enfin, quelqu'un de fixe les jours de récolte et toujours un saisonnier sur 7 mois en 35 heures. Voilà les. J'avais pas parlé de la main-d'œuvre au début. Peut-être un petit quelques mots sur le travail qu'on poursuit aussi là aujourd'hui, parce que pour rien cacher, ce travail se poursuit aussi avec donc est en train de se négocier et va se faire avec un économiste du travail. C'est pourquoi être rentré dans cette démarche-là aussi. De maraîchage Ouais. ou de travail en commun? Ouais, alors le fait de reposer là le travail qu'on va faire avec l'économiste, pourquoi être rentré dedans? Ah, pourquoi est rentré dedans? Ben parce que ça fait partie des choses qui découragent le fait de se dégager un faible revenu, et puis qui sont angoissantes en fait, parce que euh, on se donne, on s'organise et tout ça, et au final on se dit bah j'ai un problème ou c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, et du coup le recul que ça va permettre d'avoir avec les collègues et donc la vision de l'économiste, je pense que ça peut apporter aussi des modifications dans notre manière de travailler pour aller sur une performance, parce qu'au final, c'est tous ce qu'on souhaite, en fait, d'avoir des structures qui fonctionnent, qui nous permettent peut-être, moi j'adorerais pouvoir payer mieux mes salariés. C'est vraiment, ce serait une joie, mais c'est difficile, parce que comme je ne me paye pas correctement, je ne peux pas payer correctement mes salariés. Donc, ce travail avec l'économie, j'aimerais que ça me fasse prendre un peu de hauteur pour améliorer mon système. C'est comme ça que je l'aborde. C'est vrai que durant la démarche, il y avait cette question parfois de quel est le coût de revient entre le temps passé à la production, le temps passé au désherbage, le temps passé à la récolte. Est-ce que tout le temps que j'ai passé est le prix de mon produit à la fin? Est-ce que je suis rentable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je fais une marge intéressante ou pas? C'était pas toujours facile de le Non. calculer et de le chiffrer en tout cas. Ouais. On a peu d'éléments hein, pour tout ça. Ah, sachant que voilà, hein, la réflexion, elle était claire dès le départ. Euh, L'idée, c'est de la soutenabilité économique. Déjà, voilà, on a tous dit, on n'allait pas faire de la grande distribution, etc., pour avoir le plus de marge possible. Mais une réflexion sur le côté économique, le temps de travail et la charge de travail, ça mérite d'être mené. Et c'est pour ça qu'on y va, parce que c'est pas souvent le cas et qu'il y a certainement des choses à aller voir là-dessus aussi. Oui. Euh, c'est bon, Héloïse? Ouais, Oh oui. parfait, merci. Merci. Gaël, même exercice? Donc, si tu peux te présenter et puis nous dire ce qui t'a paru intéressant dans le guide, dans la démarche. Donc oui, Gaël Taureau, maraîcher donc à Nau, à côté d'Hébron en Mayenne.
installé depuis 2012, donc voilà, on commence à avoir un petit peu de bouteille. Après, moi, j'ai subi des évolutions. J'ai commencé tout petit. Enfin voilà, je me suis adapté au fil du temps. Il y a des choses où, bah voilà, aujourd'hui, bah, je regrette, mais bon, voilà, c'est le jeu et on s'améliore tout le temps. Mais donc voilà, dans mes débuts, je faisais de la vente directe à la ferme, où je n'habitais pas sur place, 3 fois par semaine. Et au fil des années, voilà, les copains du département maraîcher ont eu des besoins en Biocop, donc je suis rentré en Biocop pour fournir 3 magasins dans le département, en partie avec tous les collègues. Et à partir de là, au fil des années, on s'est développé et donc j'ai embauché quelqu'un, donc une personne à plein temps. Et j'ai commencé à revoir mon système parce qu'on était parti aller un petit peu partout entre de la restauration collective, de la vente directe à la ferme, les magasins, des petites cantines pour 50 euros. Voilà, au fil du temps, on s'est rendu compte que ben voilà, ça valait pas le coup, mais on se faisait connaître et on faisait de la communication. Donc voilà, on pensait que la communication c'était la base, mais à un moment donné, on en a oublié un petit peu l'économie là-dessus. Et au fil du temps, la vente à la ferme, bah, c'est un peu effacé, enfin un peu de chute de chiffre d'affaires. Et donc, je suis rentré sur le marché des gros, qui est un bon marché. Euh, Cette vision de marché, en fait, est par rapport à la vente directe sur site, et je trouve que c'est pas la même. Parce que sur site, en fait, le consommateur, enfin, va peut-être mettre un panier plus important, mais va prendre quand même pas mal de temps, même si on arrive à essayer de cadrer le temps de présence du consommateur. Contrairement sur un marché où bah, c'est un peu une marche en avant avec le consommateur où il a 5-10 minutes, il y a le client derrière qui le pousse et voilà. Et c'est vrai que cette évolution dans mon historique m'a permis de comprendre que ben voilà, ça m'a permis vraiment de scinder vraiment ma commercialisation, de faire des choix. Et donc aujourd'hui, j'ai arrêté la vente à la ferme. Et aujourd'hui, même, j'habite à la ferme. Donc, c'est d'ailleurs un peu fou parce que j'aurais pu faire la vente plus facilement, mais en fait, je ne regrette pas du tout parce que, bah, étant en famille avec des enfants, bah, voilà, la vente à la ferme, ça prend du temps et la famille aussi. Donc, ça a permis vraiment de cadrer les choses au fait d'avoir arrêté, quoi. La, Dans mon système, donc, je disais, j'ai une personne donc à plein temps, j'avais un mi-temps qui est parti en retraite il y a peu de temps, et puis un saisonnier par an, quoi. Je suis installé sur 3 hectares avec 3000 m² de tunnel, dont une pépinière où on fait nos plants. Et puis par la suite, sur le guide, moi je trouve que ce projet, dès le début, voilà, j'étais motivé parce que je trouvais ça intéressant d'accompagner les futurs porteurs de projets sur la faisabilité de leur projet. Parce qu'il y a quand même plein de questions qui aujourd'hui nous hantent encore ou des choses où on est toujours en train de se poser des questions dès qu'on se rencontre entre maraîchers. Il y a la partie technique, mais il y a aussi la partie économique, il y a aussi la partie sociale. C'est ces 3 axes qui sont quand même très importants, qu'on rencontre au fil des années, parce que c'est vrai qu'au début, on a plein de force, plein d'envie, mais il faut savoir le mesurer et vraiment prendre le temps, quoi. Moi, je trouvais que dans les enjeux du guide, en fait, c'est surtout un guide qui permet d'aider à l'installation, vraiment d'accompagner les gens sur bien gérer son projet. Et en même temps, dans cette gestion de projet, donc là, on parle vraiment d'un côté, comment dire, sécurité au travail, enfin voilà, l'adaptabilité de son système et de planifier un peu sa semaine, voilà, donc cette partie technique. Et je trouve qu'en même temps, sous-jacent de tout ce qu'on voit dans le guide, c'est qu'en même temps aussi, ça permet aussi d'aider à bien gérer aussi ses moyens. Au début de son installation, c'est de définir un bâtiment, par exemple, ou définir un lieu grand ou petit, mais qui soit adapté à son système. Et du coup, ces fameux moyens, définir une économie, enfin voilà, un investissement dès le début. Et je trouve que c'était un bon outil.
Et même si par la suite, on continue à notre parcours avec vous pour la partie économique, parce que je trouve que c'est quand même le nerf de la guerre. Et comme disait Louise, voilà, faut vraiment qu'on arrive sur une image positive de notre métier et on est capable de s'en sortir. Enfin, voilà. Après, c'est une gestion de personnel et une gestion aussi de moyens, enfin d'axes de vente et de production. Enfin, voilà, de bien cibler. Très bien. Juste pour compléter, il faut aussi souligner que dans votre organisation aujourd'hui, vous avez la chance aussi d'avoir ces relations entre maraîchers qui est aussi une force pour vous, de pouvoir échanger sur des problématiques en commun, sur des moyens qui existent, des outils. Enfin, il y a un partage entre vous qui est, je pense, une force, et c'est pas le cas dans toutes les régions ou pour tous les maraîchers. Donc c'est vrai que je pense que déjà entre vous, le fait de pouvoir échanger au quotidien, bah, c'est déjà une ressource pour vous. Et l'idée de cet outil, de ce guide aussi, c'est pour des personnes qui sont plus en retrait ou qui s'isolent des autres maraîchers, c'est d'avoir quand même ce recul via ce guide, sachant que vous avez déjà un petit peu ce regard entre vous via vos échanges. Je ne sais pas si ce que je veux dire c'est clair, mais c'est que voilà, cet outil peut permettre à des personnes qui sont isolées ou qui n'osent pas aller vers les autres, quand même, de prendre du recul tout seul sur leur propre organisation de travail. Bon, rebonjour. C'est bon, ouais. J'ai eu une coupure de courant là, d'un seul coup. Bon. Peut-être du coup, alors j'espère que ça coupera pas plus que ça. Gaël, dans le guide, tu témoignes aussi sur, t'en as parlé un petit peu au début, là, tu as changé beaucoup de systèmes par rapport à ton installation et tu as témoigné aussi sur les liens entre les systèmes de vente et l'environnement du maraîcher, ce qui se passait autour de toi, etc. Est-ce que tu peux en dire quelques mots aussi, s'il te plaît? Sur l'environnement, en fait, il est vrai que le fait d'être dans un environnement où on est intégré un petit peu dans le territoire, je trouve que c'est quelque chose qui aide quand même à la réussite de son projet. Alors, c'est pas la réussite globale, hein. On peut être pas forcément du coin et y arriver, mais s'installer sans connaître personne, c'est compliqué parce qu'aller vers le client, voilà, tout le monde cherche à savoir d'où on vient parce qu'on est dans le territoire et de la vente dans le local, les gens ils aiment bien savoir d'où on est et avoir confiance, quoi. Donc c'est s'intégrer dans les associations du coin. C'est aller à la rencontre des gens du milieu, enfin, je veux dire, entre les producteurs, entre les structures qui commercialisent nos produits, et en même temps, à vraiment être accompagné, parce qu'il existe comme, enfin, je vois nous en Mayenne, c'est le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est s'inscrire au CIVAM, par exemple, il y a d'autres structures, enfin voilà, qui sont là pour t'accompagner, mais entre autres, quoi. Et donc ça, je pense que c'est une des choses, et puis se présenter, enfin voilà, toutes aux autorités qui sont autour, les mairies, enfin voilà, de se retrouver vraiment en lien avec tous ces gens-là. Et excuse-moi, du coup, Guillaume, tu me disais. C'était aussi avec l'environnement, c'est-à-dire que les systèmes de vente peuvent être plus ou moins adaptés à l'environnement et à ton territoire. Oui, c'est ça, oui. Dans les systèmes de vente, c'est vrai qu'il faut déjà faire un diagnostic, déjà commencer par voir ce qui existe, hein, voir aussi la population, enfin, quel est le nombre de personnes qui existent autour de toi et de réfléchir vraiment où est le potentiel de consommateur qui peut aller vers toi. Il y a quand même quelques statistiques, on va dire, nationales sur les gens qui peuvent aller chez un maraîcher bio, qui sont à la recherche du bio, et d'autres qui n'ont pas forcément à la recherche du bio, ou d'autres qui veulent du bio, mais en grande surface, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie. Tout ça, je pense, c'est des points qui sont importants avant de s'installer, de se dire, bah voilà, et de ficeler son projet. Si on veut vraiment partir que dans la vente directe,
C'est de voir si les copains font pas déjà ça aussi. Enfin voilà, s'il y a déjà un maraîcher ou deux sur la place du marché, bah forcément la place va être un peu plus difficile, rentrer un peu plus difficile, donc mettre en place des productions pour au bout du compte avoir du mal à les vendre, ça peut vite être voilà, épuisant, en fait, quand on parlait tout à l'heure de la fatigue mentale. Voilà. Ça en fait partie. Et puis, ben voilà, ce qui existe aussi. Enfin, je vois dans mon secteur, il y a une petite épicerie. Ben voilà, c'est déjà la base de commercialisation, quoi, et de contact. Ok, parfait. Merci Gaël. Peut-être en profiter si on l'entend, Christophe Jouot, Oui. parce que vous avez participé aussi, et donc ça peut être intéressant aussi d'avoir voilà, même chose, présentation succincte, et puis bah, ce qui vous a paru intéressant dans le guide, dans la démarche. Donc Christophe et Agnès Jouot, nous on est, on était et on est encore maraîchers à Saint-Pierre-des-Landes, au nord-ouest de la Mayenne. Donc installation en 1997, ouais, ça fait beaucoup, c'est long. Ça fera bientôt 30 ans. Donc notre structure comportait 3500 mètres carrés de tunnels et environ 3 hectares de culture plein air sur 7 hectares. Et je dis bien comporté parce que en fait, depuis qu'on a fait l'étude, on a cédé l'exploitation. On a cédé en 2020, au 1er avril 2024. Donc l'exploitation continue toujours. Et voilà, donc ça a été un point très important. Je reviens sur l'ergonomie en général. Tous les choix, les investissements qu'on a pu faire sur l'ergonomie ont été un point essentiel pour la transmission de notre exploitation. Parce qu'en fait, vous l'avez dit tout à l'heure dans la présentation, les personnes qui sont venues visiter, ça a été un plus dès le départ. Le fait qu'on ait un système qui soit mis en place, qui soit organisé avec une bonne gestion des flux et enfin des flux de la circulation des légumes et ainsi de suite, une pièce de lavage aménagée et ainsi de suite. Tout ça a été vraiment un élément décisif pour la reprise de l'exploitation. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que l'ergonomie, on a commencé très tôt à y réfléchir, vraiment assez rapidement après l'installation. Et à chaque fois qu'on a fait des choix ou des investissements concernant l'ergonomie, je dis ergonomie et organisation du travail, à chaque fois on a amélioré l'efficacité et à chaque fois on a amélioré le revenu, même s'il y a eu des investissements. Et en fait, c'est pas là où il y a le plus d'investissements qu'on a forcément le plus à gagner en ergonomie. Il y a plein de petites choses qui sont essentielles. Je pense à l'investissement dans un diable, à des petites palettes, des choses comme ça, qui coûtent pas cher et qui permettent de gagner énormément. Et je pense que le rôle de l'ergonome est essentiel. L'ergonome, il a l'art d'appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que c'est le premier qui va pouvoir dire bah non, là, vous avez déplacé votre caisse 4 fois et ça colle pas. Alors que vous auriez pu la déplacer qu'une fois. Hein. On avait aussi fixé un certain nombre de règles. On avait 2 salariés permanents. Un certain nombre de règles, c'est qu'il était interdit chez nous de poser une caisse de légumes au sol sans qu'il y ait une mini palette dessous. C'est-à-dire que celui qui l'avait posé au sol s'est démerdé après. Quoi. Il y a des choses comme ça où c'était incontournable. C'est-à-dire qu'il y a systématiquement, s'il y avait une caisse, il y avait une palette dessous pour pouvoir la reprendre au diable. S'interdire de la reprendre au sol. En fait, la posture pour reprendre au sol est terrible. Hein. C'est ça qui est le plus difficile, qui demande le plus d'énergie et qui abîme le plus le dos. Donc voilà, il y a un minimum de règles. Ça coûte rien. C'est juste des choses, des incontournables. Dans les éléments aussi sur lesquels ça va appuyer ou confirmer ce qu'ont dit les collègues avant, c'est que en fait, il faut savoir faire évoluer son système de vente pour pouvoir améliorer les conditions de travail. On n'a pas hésité à un moment donné à supprimer un marché du mercredi parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on récoltait tous les jours. Et on s'est concentré sur de la vente de fin de semaine, ce qui nous a permis de progresser techniquement vraiment énormément. Parce ça nous a permis d'avoir lundi, mardi et mercredi pour de la production et d'avoir forcément derrière des résultats qui n'ont plus rien à voir.
Voilà, il y aurait plein de choses à ajouter. En tout cas, je trouve que l'étude est vraiment très, très bien faite, très intéressante, et ça a permis de faire ressortir plein de points et des choses, surtout sur des systèmes de production différents. Et je pense que là où il faut insister, c'est sur le choix de son propre système de commercialisation qui va forcément décliner derrière toute la mise en place de la production. Et le deuxième élément sur lequel il faut insister, enfin, et je pense que ça est bien ressorti dans le document, c'est qu'il y a des erreurs à éviter. Et c'est pour ça qu'on a tous tenu, je pense, à témoigner, c'est qu'il y a des erreurs à éviter dans des choix, par exemple, de bâtiments ou dans des qui sont tout bêtes, hein. Genre, si on construit un bâtiment, il faut penser à mettre tout sur le même plan et ne pas hésiter à creuser des trous ou à enlever des marches, parce que c'est des éléments qui sont des catastrophes qu'on va utiliser 10 fois par jour. Et donc, voilà. On a tout à gagner sur des petites choses comme ça. Voilà. Et pour la petite ce que vous aviez dit aussi, c'était l'exemple aussi de l'investissement dans une l'éplucheuse à oignons. C'était quelque chose au final qui avait coûté un petit peu d'argent, mais qui a été très très vite rentabilisé en termes de temps passé et en termes d'efforts à faire dessus dans le quotidien. Même si la machine était sous-utilisée, hein, on aurait pu enfin, voilà. Mais bon, voilà, ça a permis de progresser. L'outil qui a été le plus révolutionnaire sur notre exploitation en termes de préparation des légumes, c'est la brosseuse. La brosseuse Ah ouais. Bon. La brosseuse à légumes, une brosseuse à sec, qui a permis d'éviter les tendinites, par exemple. Et qui nous a permis de gagner en efficacité. Enfin, c'est énorme. Voilà, c'était cette part que c'est vrai que vous avez cette réflexion d'investir dans du matériel, avec toujours cette réflexion de rentabilité à la fois en termes de temps passé et de contraintes physiques en moins via ces outils. Et de toute façon, à partir dès qu'on a un raisonnement économique, dès qu'on travaille dessus, forcément, au bout du compte, on gagne notre vie. Et donc, juste pour terminer, on a cédé la ferme il y a 2 ans. On est toujours en activité en maraîchage, mais sur une microstructure pour finir les derniers trimestres qui restent. Avec un système de vente, très allégé. Beaucoup plus simple. Alors, en fait, c'est juste quand même, il y a quand même quelque chose derrière, c'est que dans la durée, hein, ça fait 30 ans qu'on y est. Je pense que l'élément qui est le plus important, c'est la partie mentale. C'est la fatigue mentale où il faut être très vigilant. Donc, mise en place de documents pour se simplifier la vie, organisation, tout ça, c'est essentiel. Et je pense que c'est un des éléments qui est méconnu, mais qui provoque le plus d'échecs à l'installation des maraîchers. L'emprise mentale du métier est quand même importante, et il faut quand même un peu un mental d'acier pour encaisser tout ce qu'il y a à encaisser au quotidien et sur les années. Les accidents climatiques, les cultures qui foirent. Moralement, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, il faut surtout savoir s'entourer, pas hésiter à faire du débriefing avec d'autres maraîchers. Hein, je vois Pierre et Gaël, on était en formation encore ensemble mardi, et ces moments-là sont vraiment importants. De pouvoir évacuer et puis échanger avec les autres. Les personnes isolées tiennent pas longtemps, c'est pas possible. Oui, je confirme, nous les premiers, hein, on n'avait pas mis cet aspect charge mentale dans les principales préoccupations, et c'est le premier élément qui a été ressorti de tous les maraîchers. Donc voilà, hein, c'est clairement c'est bien ce qui ressort en premier, et c'est bien la réalité du quotidien du maraîcher. On est d'accord. Eh ben merci Christophe. Donc hop, pour terminer.
Hop. David vient de vous mettre le guide en, comment dire, dans la conversation, donc vous pouvez aller le chercher directement, vous y avez accès. Alors voilà, il est diffusable, il est partageable, il y a pas de souci là-dessus. Hop, et voilà. Hop, donc un merci, vous voyez, nous on a un peu de turnover aussi. Heureusement, ça s'est stabilisé depuis, mais beaucoup de personnes qui sont intervenues sur le guide, sur la conception du guide en tant que tel. Et puis l'idée, donc là, on vous l'envoie, il sera bientôt disponible sur notre portail documentaire. Et puis on a les contacts aussi téléphoniques ou mail. Moi, je voulais remercier là tous les participants, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Avec Jason, c'est un gros et notre équipe MSA, c'est un gros travail, mais c'est aussi la richesse du terrain et l'accès que vous nous donnez et la confiance que vous nous accordez pour partager les choses. Donc ça, voilà, on vous remercie sincèrement sur cet ensemble-là. Et donc pour terminer, s'il y a des questions, eh ben vas-y Patricia, je t'écoute. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci aux collègues de la MOS pour ce travail, puis aux maraîchers qui ont permis justement ce travail, et puis à Jason également. J'avais une question justement sur les suites, parce que là, le guide va être accessible. Comment tu vois, Guillaume, en fait, là, sa diffusion pour les autres caisses de MSA, en fait? Est-ce que on fait des formations, des webinaires? Est-ce que c'est plus un guide qu'on peut donner quand on fait un accompagnement de projet spécifique? Enfin, je sais pas. Comment tu vois les choses exactement? Alors il y a deux choses, il y a le guide là, bon voilà, on l'a présenté officiellement, donc il est diffusable, il y a pas de problème, le donner au maximum de maraîchers possible, il y a pas de Mais souci sans là-dessus. pas sans accompagnement. Alors, bah voilà. Après, c'est la question, ça va être la question de l'accompagnement. Et en fait, au début, j'avais souhaité que le webinaire il y ait aussi les conseillers nationaux, enfin tous les conseillers de France d'invités. Sauf que en fait, ça fait doublon. Il va y avoir une journée maraîchage par Laurent Lampin à la Caisse centrale pour l'ensemble des conseillers, avec un temps dédié là-dessus. Donc le transfert se fera vers les conseillers de France là-dessus. Après, c'est vrai que il est diffusable. On voit bien que ce qu'on a pu dire, comment dire, si on peut avoir un accompagnement dessus, ce qu'on a pu dire là dans le webinaire, on voit bien que ça va un peu plus loin que le simple guide. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser le guide soit comme support, c'est-à-dire s'appuyer dessus, etc., soit en prélude à une discussion avec un conseiller en prévention et puis une réflexion qui peut se faire derrière. C'est plutôt ça l'esprit. C'est que les gens puissent retourner vers les services de la MSA pour pouvoir travailler plus en profondeur ces dossiers, parce que ça donne des idées, hein, mais je pense que ça permet pas d'aller au fond des sujets et que le contact avec un conseiller de prévention, un infirmier, un médecin permettra aussi Oui, bien sûr. d'aller plus loin sur ces sujets-là. Mm, mm. Je m'étais permis d'inviter à la réunion, on en avait parlé, il y a Pierrick qui est avec nous, qui est animateur en fait à Biopousse, parce qu'on avait commencé à travailler aussi un petit peu ensemble, parce que Pierrick a fait pas mal d'études de poste en fait en maraîchage et a fait aussi un gros travail. Et puis l'objectif c'était un peu peut-être de mettre tous les travaux en commun pour après nous au niveau des côtes normandes en fait de faire une réunion au prix des maraîchers. Voilà, pour essayer de synthétiser tout ça, quoi. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, super travail, très intéressant. Les témoignages des maraîchers sont aussi très intéressants. Ils me parlent pas mal parce que avant d'être chargé d'expérimentation à Biopousse, j'ai été maraîcher pendant une quinzaine d'années. Ouais, tiens, j'ai plus de lumière ici non plus, moi. Et donc oui, donc moi je travaille à Biopousse, qui est un espace test maraîcher dans la Manche, et où on a une partie expérimentation aussi. Et donc je suis chargé d'ergonomie et puis d'expérimentation plus à vocation agronomique sur Biopousse. Donc à Biopousse, il y a déjà un travail qui a été mené sur l'ergonomie depuis une dizaine d'années.
Oui, je vois Christophe Jouot que je ne connaissais pas, mais j'ai vu Oui. ce nom apparaître souvent dans des rapports de Biopouce au sujet Ah oui, on a d'ergonomie. participé, oui. On avait déjà eu Ouais, un ergonome à ce moment-là, dans ce cadre-là. voilà. Donc il y a des étudiantes de mémoire en ergonomie qui ont fait des travaux notamment sur les temps de travail en récolte. Donc on a déjà pas mal de références sur différents temps de travaux en récolte. Et on peut voir que suivant les méthodes qui sont utilisées pour, je sais pas, pour faire des bottes de carottes, par exemple, ça peut aller du simple au quadruple, suivant les méthodes qui sont utilisées et qui sont des gestes tout simples qui permettent d'aller plus vite, de se faire moins mal, etc., quoi. Et puis depuis 2 ans, du coup, je fais un petit peu d'accompagnement de maraîchers. On est financé par l'Agence de l'eau pour l'instant pour ça, où j'ai accompagné quelques maraîchers justement sur la récolte, préparation post-récolte et puis l'installation enfin la vente, quoi. Voilà. Il y a d'ailleurs des liens qui ont été faits avec la MSA, puisqu'il y a des maraîchers que j'ai suivis qui ont ensuite pris contact avec des conseillères de la MSA dans la Manche et qui ont mis en place des choses pour améliorer certains postes de travail, quoi. Voilà. Et donc sur le site internet de Biopouce, on a mis en place à partir des études qui ont été faites précédemment, on a mis en place un outil d'aide à la décision. Donc c'est un peu l'équivalent enfin oui, on va dire c'est un peu dans la même idée du guide qui a été fait là pour donner des informations sur différents postes de travail, mais aussi de manière générale sur l'organisation des espaces, l'organisation du temps de travail, etc. Voilà. Donc ça peut être intéressant quand j'aurai accès à votre livret, si vous me le permettez, je le mettrai en lien sur notre outil d'aide à la décision. Ce sera un document supplémentaire que les maraîchers pourront consulter, quoi. Voilà, Voilà. du coup, il est disponible sur la conversation. Oui, alors je Pour suis allé voir, mais il télécharger. fallait que je mette Et puis un après, bah, voilà, code. ce qui peut être bien, ce qu'on disait un petit peu avec. Bon, bah, sinon, on vous le renvoie par mail. Enfin, on va se débrouiller. D'accord, ouais. Il Ok. n'y a pas de souci. Et après, la réflexion, c'est de voir avec Patricia aussi comment il peut y avoir, parce que c'est toujours pareil, si on plaque des idées, etc. Mais la réflexion, elle est aussi, elle va plus loin que ça. C'est comment il peut y avoir aussi une discussion et un accompagnement derrière, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est un document qui est intéressant, qui permet d'avoir des éléments de réflexion, mais c'est qu'un début, effectivement, à la réflexion d'un système, etc., quoi. Tout à fait. Voilà, bah, merci, merci de votre accueil. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou. Alors, une petite question au passage. La Vas-y. question, là, on a parlé beaucoup au sein de la MSA et les autres structures agricoles. Par exemple, le CIVAM, Chambre d'agriculture, tout ça, c'est quelque chose qui va Ouais. être. Alors, il va y avoir des échanges avec eux. En fait, on les a invités pour aujourd'hui. Il y en a pas mal qui nous ont retourné que comment dire, voilà, ils étaient intéressés, ils n'étaient pas dispo, etc. Et donc, nous ont demandé un replay. C'est aussi pour ça qu'on enregistre. Et l'idée, c'est aussi d'utiliser le webinaire pour avoir un hôtel de discussion et pouvoir aussi travailler en partenariat avec eux par la suite. Voilà. Il y a déjà des structures qui interviennent sur ce sujet-là. Il y a déjà même comment dire, certains parcours avec des structures qui se mettent d'accord, etc. Il y a déjà, entre guillemets, un environnement qui est déjà en place. Donc l'idée, c'est pas de bousculer tout, mais c'est de pouvoir aussi donner notre point de vue, apporter des choses et puis voir comment on peut travailler ensemble demain. Donc oui, ça c'est dans les choses qui vont arriver par la suite. Il y a peut-être déjà des choses qui sont faites de leur côté aussi. Voilà, ce guide peut être complémentaire comme pour l'exemple qui a été donné juste avant. Ouais, tout à fait. Voilà. Oui, je pense qu'on clôt là. Eh ben, on n'avait pas forcément prévu ça, mais on clôt en avance. Donc, bah, écoutez, moi, je remercie l'ensemble des participants pour voilà, c'est un projet alors qui perdure en plus, mais qui est agréable sur le fond, qui a du sens et qui se fait de façon très agréable. Donc, merci tout le monde.
Et puis, au plaisir de retravailler avec vous par la suite. On va pouvoir clore l'enregistrement. Et puis, on va regarder avec notre com de pouvoir vous donner l'accès à cet enregistrement-là aussi pour pouvoir le partager avec d'autres. Voilà. Merci à tous. Merci et bonne fin de Merci. journée. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.